Donc là, on est dans une situation effectivement en Russie. Donc, ce qui est fou, faut quand même se rendre compte de ce qui a été fait parce qu'il faut le voir, hein, ça, cette histoire, voilà. Hein. Donc là, on avait l'usine de Kharkov. Moi, j'y étais. Je crois que c'était la première usine où j'ai été parachutée. Hein. Et puis après, voilà, il y avait Kirov aussi. Et donc là, donc Moscou, Leningrad et voilà. Son seul point de chute possible est l'usine de Nijni Tagil. Voilà. Donc il y avait une avancée, comment on appelle ça bon, tant pis. Comment on appelle ça une offensive, voilà, merci beaucoup. Il y avait une offensive donc allemande qui était de plus en plus importante, hein, voilà. Vous avez remarqué quand même la carte. Là ici, donc on voit Kiev. Hein. Il me semble que c'est quand même plus bas aujourd'hui l'Ukraine, le territoire de l'Ukraine par rapport à la carte qu'on voit ici, vous voyez. De fait, voilà, donc là on a oui, parce qu'en fait ils font ce qu'ils veulent avec les cartes, mais c'est monstrueux quoi, ils changent les cartes n'importe comment. Ah oui, je m'en étais déjà rendu compte parce que j'avais été cartographe, hein, mesdames, messieurs, j'ai déjà cartographié la carte des océans. J'étais souvent mise à contribution de toute façon que c'était ou pour écrire des livres, hein, c'était tout le temps, voilà, il se passait un truc, il fallait que je rédige un bouquin, on faisait un voyage, je cartographiais, voilà, j'ai fait quand même pas mal de traces écrites de nos voyages, de témoignages, et bon, en fait, voilà. Donc, et donc c'était souvent on me disait ah c'est bon, ça y est, t'as fini ton livre, ah ça y est, c'est bon, t'as fini d'écrire, ah c'est bon, ça y est. Bon, hein. Alors, donc là, voilà, moi il me semble que j'avais bien été parachutée, donc j'étais allée prendre effectivement mes ordres à Moscou, ensuite j'avais été parachutée à Kharkov, ensuite on avait dû effectivement déplacer l'usine, donc vous avez vu, pour pas qu'elle soit aux prises de l'ennemi et utilisée, et hop là, on était remonté, mais loin, vous avez vu, voilà, donc c'était tout ça, mais c'était c'était quand même un exercice phénoménal, hein, faut le dire. Et ça demandait beaucoup d'organisation, d'abnégation. Et je me disais, si on n'était pas avec le peuple russe, ça aurait été vraiment un carnage. Et j'avais été vraiment en admiration devant ce peuple en me disant, mais qu'est-ce qu'ils sont organisés, qu'est-ce qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont battant pour la collectivité aussi, contrairement à nous. J'avais toujours eu l'impression qu'il fallait négocier alors qu'il y avait quand même un bien collectif commun qui était avéré. Ce qu'il ne fallait pas négocier avec les Russes. Les Russes, c'était évident, il y avait un bien collectif avéré, on y œuvrait, etc. Donc c'est vrai que moi j'étais enchantée. Voilà, j'avais été enchantée par la Russie, j'avais été enchantée par le peuple russe, et la relation que j'avais eue avec Staline m'avait montré quelqu'un de plutôt précautionneux, mais de très intransigeant, et qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'ont pas la capacité à être assez droit pour faire face à ce type de personnalité, vous voyez. Voilà, donc, voilà. Doit donc reprendre la route. Elle se dirige cette fois vers Tcheliabinsk, où elle fusionne avec une usine de tracteurs. Voilà, donc ça c'était une idée de Philippe, effectivement, donc qui était effectivement à ce moment-là Steve McQueen, faut le dire. Et donc il a dit on va se rapprocher des tracteurs. Je sais même pas si on n'avait pas eu l'idée ensemble, hein, parce qu'on avait fait pas mal de bon boulot en fait là-bas. Et j'ai dit, mais putain, les tracteurs, c'est super, ça va être génial pour les tanks. Voilà. Bon, enfin bref. Les pluies d'automne commencent le 8 octobre. Les routes deviennent mauvaises. Début novembre, les Allemands s'approchent de Moscou. 500 entreprises quittent la ville
et avec elle, presque la moitié de ses 4,5 millions d'habitants. Donc ça, c'était rude à organiser en plus du reste, hein. Le 5 décembre, la Wehrmacht stoppe à quelques kilomètres du Kremlin. L'hiver commence. C'est la fin de l'année 1941. Oui, ça c'est nous, on avait posé, hein. L'armée rouge compte ses morts par centaines. Bon, il y avait Cyril aussi, bien sûr. Donc l'armée rouge compte ses morts, c'est-à-dire que ils sont attaqués par l'Allemagne, hein. De fait, il y a quand même un conflit de Seconde Guerre mondiale qui a commencé. De fait, on a pu noter donc que quand même les Russes et les Allemands n'avaient pas tout à fait le même objectif en termes de nettoyage de population, hein. Donc voilà. Et qu'il y en avait un qui était axé sur la race et l'autre sur les privilèges. Donc voilà. De fait, les Allemands ont quand même une lubie à vouloir s'en prendre aux Slaves, parce que je crois que c'est le peuple qui leur tient plus, qui leur tiennent en tout cas plus tête, hein, et que ça les gonfle, hein, voilà. Comme les Juifs aussi sémites, enfin séfarades, hein, ce qu'on appelle, ça les fait chier parce que c'est les seuls aussi qui leur tient réellement tête. Voilà, donc les Allemands, ils ont un petit problème, et pas que, hein, certains Danois aussi ont un petit problème avec des personnes qui leur tiennent tête et qui sont en capacité de mettre en échec leur plan, vous voyez. Voilà, donc on a un petit problème à ce niveau-là, hein, en termes d'équilibre, hein. Là voilà, donc là on va avoir affaire à une conne intersidérale, une espèce de poète qui s'est nommé poète, hein, mais qui... Vous allez... Je ne pouvais pas me la voir, ne me l'associez pas, je ne pouvais pas me la voir. La grande poétesse russe Anna Akhmatova a écrit... Alors déjà poétesse, alors moi j'aime pas, vous voyez, poétesse, voilà, mais alors... voilà. Bon, vous allez voir ce qu'elle écrit. Elle est horrible. Horrible. Comme si c'était le... Vous allez entendre, ça m'énerve. La vie est finie pour toi. Tu resteras dans la neige. 28 coups de baïonnette, 5 balles de fusil. Il est triste, ce nouveau vêtement que j'ai cousu. Elle aime le sang, notre terre russe. Voilà. Donc la grande poétesse russe de mes couilles, hein, qui parle quand même de moi... Encore une fois, mais de manière métaphorique, imagée, vous voyez. Donc, non, la Russie n'aime pas le sang, Madame Merde, hein. Et faut le dire qu'elle avoue qu'elle est liée au sang qui a coulé en Russie. Elle avoue. Voilà. Voilà. Par centaines de milliers. La grande poétesse russe Anna Akhmatova a écrit... La vie est finie pour toi. Tu resteras dans la neige. Voilà. Expliquez-moi quel est le putain de poète qui dit d'un pays que la vie est finie pour lui et qu'il restera dans la neige. En quoi c'est de la putain de poésie, la conte de Taras, Anna, où t'y es? Où t'y es, Anna? Déjà, je pouvais pas supporter ces vers à l'époque. C'en est fini pour toi, tu resteras dans la neige. Elle est où la poésie, la conte de Taras? Y a même pas d'Alexandrin, sale pute, va. 28 coups de baïonnette, 5 balles de fusil. Il est triste, ce nouveau vêtement que j'ai cousu. Voilà que j'ai cousu. Le manteau mortifère du sang qui a coulé en Russie, elle a participé à le coudre, cette conne, avec son cul, encore une fois. Voilà. Anna, mon cul, elle voulait se positionner face à Anna Arendt, donc elle avait pris Anna et puis monter voilà, ou monter dessus, vous voyez, voilà.
J'en pouvais plus de cette conne. Déjà quand on se retrouvait dans des cercles, hein, où on était invités, il fallait boire le coup, tenir le crachoir à certaines personnes à qui c'était pas plaisant du tout de discuter et de montrer patte blanche et de patienter en fermant sa gueule parce que ça croyait tout savoir sous prétexte que ça avait du pognon et les bonnes fréquentations. Voilà ce qu'elles ont fait de leur bonne fréquentation. Elles aiment le sang, elles le versent partout en fait. Voilà, elles ont des fréquentations que pour faire le mal, verser le sang, alors que, excusez-moi, c'est pas l'hiver où il fait froid que les Russes y meurent. Ça faisait quand même des siècles que les Russes y vivent dans leur pays, vous voyez, ils connaissent le climat en Russie. Ils sont adaptés au climat. Donc c'est pas un problème de froid, là, contre Taras, ni de neige, en réalité. C'est les Allemands nous pillaient le putain de blé, voyez? Voilà! Donc encore une putain d'Allemande qui veut se faire passer pour une putain de Russe, mais qui l'impose. C'est-à-dire, c'est pas les Russes qui l'ont validé, qui l'ont désigné comme tel. Moi, j'ai jamais rien volé comme identité. C'est toujours les pays qui me l'ont offert. Voyez? J'ai jamais acheté mes titres. La con de Taras! Elle aime le sang, notre terre russe. Notre terre russe! C'est pas la tienne! C'est pas la tienne! C'est pas ta terre! Si tu fais couler le sang sur ta terre, elle est pas à toi! La terre, elle te reconnaîtra jamais comme faisant partie de la sienne si tu lui fais du mal, la con de Taras, Anna de pute! Je peux plus te voir, en fait. Je me souviens même pas de la gueule que t'as, mais je peux te dire que je t'aime pas. Après 6 mois de guerre éclair, le bilan... Eh ben, que ce soit les autres connes de Claudine, et de Chantal, et de Madame Rogne, et de mon cul, que Madame Rogne, elle expliquait aux 5 filles qu'elle avait eues, dont Claudine, après moi, ah, vous êtes les plus belles, vous êtes les plus belles. Mais que bon, elle est prostituée, que c'était pas grave tant qu'elles étaient belles, qu'elles aillent se faire enculer. Hein? Moi, Claudine, je m'en suis toujours bien occupée. Je l'ai toujours défendue, soignée, protégée, expliquée, accompagnée. Elle a choisi d'en aimer une autre. J'en ai rien à foutre. Voilà, elle aime pas mes principes de droiture, c'est trop difficile, ça la fait chier, c'est ennuyeux, on rigole moins. J'en ai rien à carrer. Voilà, je vais pas chialer, vous inquiétez pas, va. Les soviétiques ont réussi à évacuer plus de 1500 usines. 13% de l'ensemble de la production industrielle du pays. Dans certains ateliers, la production a déjà redémarré. L'armée rouge commence à recevoir les tanks, les avions, les canons et les munitions. En réalité, l'espèce de rumeur aussi qui avait circulé, c'est pour ça aussi que Staline il m'avait demandé mon concours en disant comment on peut faire une guerre et la gagner sans faire couler le sang, puisqu'il était taxé d'être appelé l'armée rouge, le tortionnaire, celui qui fait couler le sang, qu'il avait peut-être aussi l'impression que le peuple avait perdu avait moins confiance en lui, voilà, pour le suivre, notamment dans cette difficile épreuve. Et donc la stratégie, il y en avait qu'une, c'était où on se bat et donc on est sur le terrain et donc il y a un risque effectivement qu'on fasse couler le sang. Dans le sens où on va faire une offensive, nous aussi, une contre-offensive. Il y a une offensive, il y a une contre-offensive, donc on se bat, voilà, comme on l'a fait sur Verdun, la Somme et tous les terrains de France et de Navarre, parce qu'on a fait beaucoup de combats, n'est-ce pas, puisqu'on est un peu un pays central en Europe, donc voilà, on essaie de survivre au milieu de tout le monde, donc voilà. Mais là... Donc c'était pas compliqué, c'était où on fait une contre-offensive et on fait les tranchées et on se bat et gna gna gna, sauf que les conditions effectivement de guerre aussi, notamment en Russie et à la frontière russe-allemande, je veux dire, russe-allemande, je connais plus ma géographie, m'emmerdez pas. Et il fait très froid, les conditions de combat, même pour les Russes, elles sont compliquées aussi. Donc de fait...
Il y avait un espèce aussi d'obligation de verser le blé parce que il n'avait pas maintenu l'accord avec Hitler de combattre à ses côtés, hein, parce qu'il y avait un défaut de vision commune. Hein. De fait, il y avait une pénalité et voilà. Donc j'ai dit, la seule solution c'était le repli. Hein, voilà, on se replie. Et à ce moment-là, ouais, mais on perd les usines. Est-ce qu'on peut déplacer les usines? Voilà, c'était tout ça, ces questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour perdre le moins d'avantages économiques possible pour pouvoir survivre et en dernière instance pouvoir se déplacer? Et toute la question, elle était là, c'est que dans les chars, on est quand même à l'abri du froid, qu'on peut rentrer une petite poignée de personnes dedans, donc on n'est pas seul et puis on se tient chaud, etc. Donc voilà, il y avait une organisation pour le manger, pour réchauffer, etc. Donc voilà, et on pouvait donc parcourir le pays et faire des missions, ce qu'on appelle des missions un peu des missions, enfin de chars, alors peut-être des fois 1, 2, 3 chars, ça dépendait, on pouvait missionner plusieurs chars, des dizaines de chars, ça dépendait le problème qui était qui nous était informé, enfin voilà. Donc des fois c'était juste on partait à 1, 2 chars maximum pour faire ce qu'on appelle de la reconnaissance, hein, de la reconnaissance pour voir s'il y a des gens sur tel endroit, etc. Bon voilà. Hein. Le schéma de la production d'armement pendant la guerre est très impressionnant. Il faut se représenter la montagne de la Table en Afrique du Sud. La production de guerre s'est élevée jusqu'à un plateau, puis elle est restée à ce niveau jusqu'à la fin de la guerre. Au cours de l'hiver 41, cette ascension marque un arrêt, parce que toutes les autres branches de l'économie sont en train de s'effondrer, et que l'essentiel des moyens de production qui se trouvaient dans les régions occidentales ont été saisis par l'ennemi, ou sont sur les wagons de chemin de fer. Il y avait ce problème-là de pillage aussi potentiel de wagons quand on était en transport et à l'arrêt. Donc aussi, il y avait forcément une énorme surveillance qui était faite pendant ces voyages, que les voyages étaient très longs parce que les distances étaient très longues et que c'était un gros travail de concentration et de tour de garde à faire pour surveiller les alentours, parce qu'en plus que les wagons étaient quand même plus ou moins longs, hein, ça dépendait. Mais des fois, on avait quand même de la bonne distance sur les wagons et qu'on n'était quand même pas assez en capacité de pouvoir surveiller, tout simplement aussi parce que les wagons qui portaient la ferraille, etc., n'étaient pas forcément adaptés pour qu'il y ait des gens qui puissent surveiller à l'extérieur. Donc c'était enfin voilà. Hein. Réinstallés en un minimum de temps, dans de terribles conditions. Comment ces usines parvinrent à accroître... Ah ben ça c'est vrai aussi qu'il y avait la question où on essayait de caler du monde pour éviter qu'ils se retrouvent coincés et que parfois ils n'avaient pas les moyens de payer un billet pour être transportés par la ligne basique et que forcément voilà, on organisait, on va dire, des moyens de transport de fortune pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se déplacer parce que l'usine avec laquelle ils subsistaient à leur endroit quittait l'endroit. Donc il fallait qu'ils partent avec leur gagne-pain, vous voyez. Surtout en hiver, parce qu'en hiver, finit la cueillette, hein, voilà. Les soviétiques sortent d'une décennie absolument terrible, avec beaucoup de terreur, de déportation, d'exécution, de purge dans le parti, dans l'appareil économique. Ils sont habitués à survivre. La guerre, au moins, a l'avantage qu'on sait pourquoi on survit, que ce n'est pas l'État qui attaque son peuple, mais bien un État étranger, une armée étrangère qui vient porter le feu et le sang sur le territoire soviétique. Au fond, la guerre, pour les civils en tout cas, n'est que le prolongement, se situe dans le prolongement d'une société, d'une économie, de conditions de facto de guerre qui existait déjà dans les années 30, ce qui explique évidemment à la fois l'endurance, mais aussi un manque de prestation et tout simplement une habitude
à toutes ces privations qui s'est faite au cours de la décennie précédant la guerre. Et ils ont bien fait, les Russes. Ils ont bien fait, les Russes, de faire ce choix-là, parce qu'en réalité, à l'inverse de gens qui ont suivi Madame Claudine dans ses versets de merde à encenser le fait qu'on me mette à mort et que on trouve délectable dans les salons de d'écrire et de réciter mes différents sacrifices avec différentes métaphores et mon cul, voilà. Donc voilà, je préfère les gens qui à un moment donné sont dans le chemin droit, voyez, de Dieu, qui dit patientez, faites-vous violence, œuvrez en commun, ne vous trahissez pas les uns les autres, Dieu ramènera leur récompense. Et on a quand même des gens qui vénèrent la mort, qui trahissent le pacte qu'ils ont fait avec Dieu et qui expliquent aux gens que Dieu n'existe pas et que ça arrivera pas et que tout ça n'est que illusion et qu'il y a qu'une seule vie et qu'on va tous mourir, alors que bon, ça fait des siècles quand même qu'on se balade de corps en corps, voyez, d'esprit à esprit, et que tout, enfin, on comprend pas votre stratégie, voyez, les sataniques de service. Donc à un moment donné, allez vous faire enculer, quoi. Voilà. Vous voulez le fin mot de l'histoire? Je sais pas si ça va se finir dans votre trou du cul, voyez, mais ça va plus se finir dans le nôtre. Sachez-le. Voilà. À la fin des années 20, Staline impose une série de plans quinquennaux pour industrialiser l'Union soviétique. En quelques années, des géants industriels sortent de terre, à Magnitogorsk, à Tcheliabinsk, à Dniepopetrovsk. L'économie stalinienne est planifiée et centralisée. Sa mise en œuvre est d'emblée violente et brutale. Le plan ne prévoit pas. C'est avant tout un instrument de mobilisation et de contrainte. Dans tout le pays, le plan impose des objectifs démesurés. Dans le moindre atelier, dans les usines, dans les bureaux, dans les kolkhozes, dans la rue, dans les commerces, l'espace est envahi d'injonctions. Oui, alors voilà, voyez ce délire-là, toujours, excusez-moi Arte, vous êtes dans la propagande, merde, hein? Toujours des injonctions, toujours des gna-gna, toujours on nous fait pas des bisous pour nous dire ce qu'il faut faire. Excusez-moi, c'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on est dans un cadre de travail, on doit forger un pays, on doit programmer une richesse, on doit programmer une croissance, on doit programmer un enrichissement et un confort pour le peuple. Donc à un moment donné, il faut qu'on se mobilise, forcément qu'on donne des ordres, parfois forts, parfois doucement, parfois moyens, voyez? Voilà. On en a marre des petits bisous couetteux, voyez, pour expliquer qu'il faut faire ci, et que finalement, parce qu'il n'y a pas assez de violence, la personne, elle te chie dessus, tu vois. Voilà. D'accord? Donc là, pour dire quoi, en réalité, vous imaginez pas, tout le monde était en Russie à cette époque-là. Tous les ingénieurs, tous ceux qui étaient un tant soit peu manuels, qui avaient fait leur classe dans les différentes usines, parlons-en, comme Ford, toutes ces usines comme ça, où on faisait boulon par boulon, nani nana, et il y a eu quand même, malgré tout, même si c'est idiot, même si les gens les prenaient pour des teubés dans les salons mondains, je peux vous dire que ça a grandement fait évoluer l'intelligence chez un grand nombre de personnes, et elle était là, la révolution de Ford, c'est-à-dire que au-delà de rester dans la paysannerie et de toujours avoir à se nourrir et de faire les mêmes gestes, etc., même s'il y avait une sagesse là-dedans, le fait aussi de se confronter à des mécanismes, avoir des sens, avoir des rotations, avoir des choses, ça a attisé la curiosité chez tous ces travailleurs, qui se sont certes été malheureux, certes malmenés, certes mal payés, certes pas avec assez de jours de congé, mais en réalité c'était déjà une réalité depuis longtemps, et qu'il fallait aussi que le temps évolue, mais que le temps évolue, s'il évolue, c'est pour évoluer. C'est pas pour redescendre, voyez, c'est pas pour dévaluer en fait dans les droits des gens.
Donc si à un moment donné, il y a des choses qui ont été acquises, ça ne doit pas se perdre. C'est une croissance aussi dans le droit éternel, voyez, mais dans la justice des uns et des autres et de manière équilibrée. Voilà. Donc, qu'on m'explique pas, là, il y avait tous les mecs qui avaient eu un tant soit peu ou des diplômes et qui avaient réussi aussi à passer des diplômes de fait de leur expérience aussi dans des usines parce que ça leur a appris à raisonner, à calculer, à faire plein de choses, hein, parce que au-delà de ça, il y avait des gens, ils demandaient des renseignements à d'autres qui savaient pendant la pause, au moment du déjeuner, et les gens, ils comprenaient très vite parce qu'ils avaient très envie d'apprendre et tout était quand même passionnant. Les usines, c'était quand même un endroit d'exploration aussi et de développement de l'intelligence aussi, que ce soit humaine en général, hein, malgré tout, ouais, on a été maltraités, etc. parce qu'il y a toujours des connos qui essaient d'en profiter, voilà, et qu'on en a plein de cul et qu'on va les mettre au poteau parce qu'on en a plein le cul, voilà, mais que voilà, et que tout le monde est allé dans cette putain de Russie. Voyez, explorer, apprendre, parce que les Russes, ils étaient organisés, ils étaient carrés, ils savaient accueillir les gens, ils savaient où les placer, ils savaient quoi leur donner à faire, ils savaient évaluer leur intelligence avec justesse. Ce que ne sait pas faire toujours la France, pratiquement, voyez? Parce que ça les fait chier, ils sont jaloux. Voilà, parce que ça s'évalue dans le lit, en France. Voilà la réalité! Donc, les Russes, ils nous ont pas évalués dans le lit, ils nous évaluaient au travail. Et dans notre capacité à trouver des solutions, sale pute. Voilà. Donc les Allemands, ils étaient jaloux parce qu'il y avait une force aussi de travail, ça les a fait chier. Ils ont voulu avoir un espèce de mouvement de déstabilisation de toute cette richesse-là, en fait. Et Madame Claudine qui se positionne contre parce qu'on sait pas quoi. Parce qu'en fait, elle est nazie raciste, en fait, dans l'âme. Voilà, et que c'est une Atlante de merde, mais dans le mauvais principe de l'Atlante, vous voyez? Voilà, que de tout ce qu'elle a pu tirer cette connasse des putains de races ou de peuples qu'elle a croisés sur cette putain de terre et ailleurs, elle en a tiré le mauvais, vous voyez? Elle a été intéressée, fascinée par le truc tortueux. Voilà, j'en ai payé le prix et d'autres. Hein, dès qu'il y avait même un animal qui la faisait chier, Claudine, elle lui faisait son affaire. Faut le vivre quand même. Claudine, la huppe, c'est elle qui se les payait, voyez? Voilà. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui vérifiait extrêmement droitement la huppe, voyez? Et qu'elle me tenait tout le temps au courant de ce qui était fait. Et que ça la faisait chier qu'il y ait quelqu'un qui me tienne au courant, voyez? C'est comme le principe du renard. Le renard, c'était aussi un animal qui me tenait au courant. À partir du moment où il a fréquenté les poules, il s'est fait niquer, en fait. Voyez? Au lieu de les chasser, il en a niqué. Donc, à un moment donné, j'en ai plein le cul. Qu'il y ait des gens qui expliquent que, c'est pas bien que des messages soient transmis, c'est pas bien que la justice soit faite, et que ça fait rigoler quand il y a des coups de pute qui soient faits. Ou que même, quand il y a un coup de pute qui est pas programmé, on va dire, on va quand même en rajouter un, histoire de se poiler un peu plus. Parce que c'est ça aussi, Claudine. D'accord? Alors elle peut se cacher derrière sa sœur jumelle, sa mère, ses prostitutions et tout, alors que ça se prostitue toute seule. J'en ai rien à foutre, voyez? Voilà. Il faut dépasser les objectifs du plan. Mais non, il faut pas dépasser les objectifs du plan, ça aussi c'était une connerie. Il fallait faire le plan qui était juste monumental à faire, mais que tout le monde avait envie de faire, la condo de Taras Arte. Tu vois aussi, voilà. Staline veut créer une société nouvelle. Une armée de travailleurs qui, dans les usines comme dans les campagnes, est obligée de produire toujours et encore plus. Ouais, alors ça me fait marrer. Quand tu vois, il y a le discours allemand, franco-allemand sur Arte qui dit « Oh, les pauvres, ils vont travailler et tout », alors que ça t'esclavagise depuis des siècles, tu vois, et que ça se cache dans les petits cafés mondains, tu vois. J'ai envie de vous brûler, vous voyez. Ça tombe bien que je sois devenue la diable. Hein, parce qu'il y a le diable et il y a la diable. Il y a pas la diablesse. Il y a la diable. C'est bon, là? Connasse, va.
De toute façon, Claudine, à partir du moment où tu es pauvre, c'est pas bon. Elle a pas envie de participer. Au moment où tu es seule, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, ça la fait chier. Voilà, elle aime pas le paysan qui sait pas, elle aime pas le vivre chichement, elle aime pas. Elle n'aime pas. À la fois la vie politique et économique. Donc elle pouvait être riche quelque part et fermer son cul et emmerder personne, ce qu'elle n'a pas fait. De la guerre, guerre pas seulement au sens classique du terme, c'est-à-dire affrontement militaire, mais toute la mobilisation de la société est une mobilisation guerrière. On ne parle que de front de travail, de soldats de l'industrialisation. C'est sûr, parce que effectivement le plan c'était quoi? De faire la guerre sans avoir à verser le sang. Vous voyez, c'était le principe, c'est-à-dire on fait une guerre, on se défend, mais sans aller au contact sur le front. Mais le front, c'est-à-dire avec les armes et les fils barbelés, voyez? Voilà, c'était une autre stratégie de guerre, de défense, c'est-à-dire on se bat pour que notre peuple survive et ne soit pas toujours aux prises de la confrontation qui commençait à faire chier tout le monde, vous voyez, au XXe siècle. Voilà. On était tous fatigués des confrontations, vous voyez. Donc c'était un autre moyen aussi de s'en libérer. Par le travail, notamment par la réussite. Hein, voilà. Dans les années 30, la société soviétique est déjà mobilisée. Contre le capitalisme et l'impérialisme à l'extérieur, contre les ennemis du régime à l'intérieur. Le pouvoir est en guerre contre son peuple, qu'il faut transformer et purger. Les terres agricoles ont été collectivisées à partir de 1929. Les paysans sont obligés de donner leur récolte à l'État pour nourrir le nouveau peuple d'ouvriers qui travaillent de gré ou de force dans les usines soviétiques. Alors j'aime bien, on va reprendre le discours d'Arte, la conte de Taras, Arte, tu vois? Non mais voilà, hein? Ben vous allez vous démerder. Les terres agricoles ont été collectivisées à partir de 1929. Les paysans sont obligés de donner leur récolte à l'État. Sont obligés de donner la récolte à l'État pour que ça soit donné à d'autres paysans. Parce que je vais vous expliquer le putain de principe aussi, la con de vos races. Hein, Arte, dans ta propagande de pute. Voilà, c'est-à-dire c'était énorme de collectiviser comme ça des putains de territoires pour que tout le monde soit nourri et que donc on en donne à l'État parce que après que le territoire où on a récolté et reçu son pourcentage de grains, on donne le surplus, voyez, qui ne peut être stocké par rapport aux besoins ou inutile par rapport aux besoins de la population sur place, hein, soit donné à l'État pour être distribué ailleurs dans le pays où il n'y a pas forcément des terres comme ça, cultivables ou qui sont encore collectivisées, parce qu'un terrain collectivisé à l'époque en Russie, c'était aussi toute une procédure pour qu'elle le soit. Donc, on en a marre. Et qu'en dernière instance, on donnait le putain de blé à qui à l'époque? Excusez-moi. Le reste, là, dans les autres pays, c'était certes ou privé, mais des terrains comme ça coûtait une fortune, et le mec, il s'enrichissait sur tout le monde, et il le faisait payer cher, et etc., et qu'il le revendait à d'autres personnes, alors que le peuple, il crevait de faim. Oh! Après, ça me parle encore de la grande Révolution française, que c'est sur ce principe-là qu'on a fait la Révolution, sur le putain de blé vendu à l'étranger au détriment du peuple français. Ils sont où les profs d'histoire? Elles sont où les couilles des profs d'histoire à con de vos races?
Et que ce soit des agrégés ou pas, il suffit juste de dire la vérité. Il est là votre diplôme, la con de vos races. C'est moi votre diplôme. C'est moi qu'ils auraient dû le donner, vos diplômes de pute. Parce que vous seriez pas passé avec le niveau que vous avez, avec moi devant. Vous m'entendez? Donc on donnait le putain de blé aux seigneurs en plus à l'époque. D'accord? Et que le droit de cuissage il est encore en vigueur aujourd'hui en France, la con de vos races. Après ça dit que ça lie Beaumarchais. Je vais vous en foutre du Beaumarchais, moi. Allez-y. Allez au théâtre. Qui travaillent de gré ou de force dans les usines soviétiques. La collectivisation et l'industrialisation ont tué des millions de personnes et profondément remodelé la... Postulat. Postulat, voilà, un putain de postulat artésien, voyez. Voilà, ils ont tué des milliers de personnes. Moi aussi, je passe avec une caméra dans un endroit et je dis ah, gna gna ni, gna 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 ni. C'est bon là? C'est bon? Faites les malins. Et ça regarde même pas les chaînes Arte pour celles qui sont, je sais pas quoi. Ça fait des études, ça a des diplômes en payant, en couchant ou en volant les points sur d'autres, voyez. Et ça t'explique que ça arrive même pas à regarder Arte. Allez vous faire enculer, voyez. Dans les années 30, la grande majorité des gens, malgré les conditions de vie extraordinairement difficiles, ont quand même le sentiment qu'un monde nouveau est en train de se construire. Un monde qu'on appelle le socialisme. Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent absolument à toutes les valeurs du régime, mais plutôt à l'idée d'un monde de progrès ou de certaines constructions qui est vraiment au cœur, au fond, de ce consentement et de ce consensus social. Parce que pas tout n'est parfait. Voilà, parce que vous, la perfection n'est pas de ce monde sans Dieu, voyez? La con de vos races. Entre juin et décembre 1941, le peuple de l'URSS, habitué à endurer le pire et à se débrouiller, supporte le vaste chaos de l'évacuation. Les protestations... Le pire, pas de la Russie, de l'étranger. Mais pas de l'étranger qui arrive avec son putain de barda sur l'épaule, avec le bâton, voyez? Non! L'étranger à qui on doit faire des courbettes. Dans l'usine de locomotives de Kharkov, en Ukraine, 7000 ouvriers sur 12 000 refusent de partir pour l'Oural et préfèrent rester sur place. À Ivanovo, une ville industrielle spécialisée dans l'industrie textile à 200 km au nord-est de Moscou, les rapports des fonctionnaires locaux conservent les traces de la révolte des gens ordinaires. Rapport du 2 novembre 1941 sur les désordres anti-soviétiques dans la région d'Ivanovo, strictement confidentiel. Dans l'atelier de tissage, des groupes d'ouvriers ont commencé à se former en criant « On emporte les machines, on nous laisse sans travail. Tous les chefs ont quitté la ville et nous, on nous abandonne. On ne vous permet pas de démonter les machines. » L'ouvrière Kulakova a déclaré « Ce n'est pas Hitler qui prend notre pain, ce sont nos chefs qui le lui envoient. Maintenant nos chefs ne nous donnent plus de pain. Est-ce qu'ils le gardent pour eux ?» L'ouvrière Lobova a dit « On a faim, on n'en peut plus de travailler. » Exprimer colère ou ressentiment est une entreprise à haut risque
dans un monde saturé d'héroïsme et d'enthousiasme. Les troubles restent rares et ne durent pas longtemps. Mais une large partie de la population est en plein désarroi, choquée par les défaites répétées de l'armée rouge, perdue dans l'incroyable confusion qui règne dans le pays tout entier. La propagande a fort à faire. Elle doit contrôler les doutes. Ah, ben la propagande étrangère, elle a fort à faire du pays de la Russie. Je vous confirme. Je vous confirme, Madame Arte, voyez? Alors la propagande se dote de toutes sortes d'outils, hein, qu'il s'agisse de la presse, qu'il s'agisse des arts plastiques, qu'il s'agisse de la littérature, qu'il s'agisse des affiches. C'était pour motiver les troupes, la con de ta race. Tu veux que je t'en parle, moi, de la propagande, de là où on n'a pas le droit de dire la vérité? Garde-moi ça. Quand moi je l'ouvre, ça dit non, il faut pas qu'elle dise ça. Hein? Même pour sauver ma vie, j'ai pas le droit de dire la vérité sur vous, mesdames. Vous imaginez? De quoi vous me parlez de propagande? Vous, c'est la censure. C'est la putain de censure, le problème. Quand ça concerne beaucoup de domaines. Voyez? Parce que là, on n'est pas dans un niveau de service secret ou de trouble à l'ordre public, voyez? On est dans un niveau de censure, des histoires, des uns et des autres, et des tricheries et des mensonges sur lesquels ils ont gagné leurs droits. Elle est là aussi, la réalité. Parce que ça ne se fait pas pour Dieu, ce qu'ils ont fait. Et que ça les arrangeait bien que sa loi et sa justice ne soient pas pratiquées. Ouais, facho, hein. C'est-à-dire qui n'aime pas les personnes différentes d'elle et qui n'aime pas en apprendre d'elle et qui n'aime pas surtout partager de ce qu'ils savent eux de mieux aux autres, voyez? C'est ça le fasciste. Le fasciste, c'est celui qui n'aime pas apprendre des autres et qui n'aime pas apprendre aux autres ce qu'il sait, voyez? Voilà. Chacun sa merde avec lui, tu vois? Sauf que ça va se démerder d'avoir des infos en douce. Il est là le fasciste de merde en fait. Hein? Ça vient par derrière, par dessous, par tricherie. Pas en face. Ça que j'aimais pas moi. Donc on avait dit le fasciste. Parce qu'en réalité, des fois, ils arrivaient à vivre avec d'autres races, voyez. Donc c'était pas complètement parfait parce que c'était certaines races et pas d'autres, voyez. Ou que même ils arrivaient à faire en sorte que même les races qui pouvaient pas se blairer, parce qu'il y avait vachement de richesse. Donc on est parti du principe du fascisme en Russie, voyez. Mais c'est un principe énoncé en Russie, le fascisme. Voilà. C'est très important autour de Moscou. C'est une figure militaire, victorieuse dans les batailles, qui tient tête à l'Occident. Oui, elle avait réussi à faire des alexandrins, et je m'en bats les couilles. Hein, voilà. Au moins ça, j'avais dit. Oui, parce que j'avais vérifié, déjà, j'avais fait une scène à Philippe à l'époque. J'étais très énervée. Eh bien oui, nous nous fréquentions à l'époque. Voilà, comme ça c'est dit. Plutôt que d'exprimer cette guerre en termes marxistes, Staline a eu le génie politique, dès son grand discours du 3 juillet 1941, d'inscrire cette guerre dans la lignée de toutes les grandes guerres patriotiques menées par la Russie éternelle contre tous les envahisseurs. Le pouvoir change de discours. On ne se bat plus pour l'avènement du communisme, on défend la survie de la patrie et de la Sainte Russie. La Seconde Guerre mondiale, en URSS, se nomme la Grande Guerre patriotique.
Le tour de passe-passe de la propagande fonctionne. Que ce soit pour l'URSS... Le tour de passe-passe, on était en chien de bouffer, la con de Taras. Le tour de passe-passe de la propagande. On en a plein le cul, Arte! est extraordinaire. C'est ça la propagande, Arte! Tu l'entends? Tu fais de la propagande, Arte! Le pays est en pleine débâcle. Cela n'empêche pas Staline de lancer la construction d'une voie de chemin de fer. Mais Arte est responsable dans l'antisémitisme qui s'est développé. Hein? Pendant combien d'années? On nous a parlé des trucs, des putains de trucs juifs, alors que tout le monde avait vécu l'histoire. Hein? Merde! Merde, Arte! Même moi, je disais, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont toujours parlé d'autre chose, de la même chose? Ils vont nous les faire détester, je disais. À force. Déjà, je le disais. C'est de la propagande! Un stock de vie et d'espace qui permet d'encaisser l'invasion allemande. Bah, on les laissait nous envahir, c'était ça l'histoire. C'est qu'on les laissait. Les nazis jouent au poker. Ils ont déployé leur sens de l'offensive fulgurante à la recherche du moment décisif, de l'effondrement définitif de l'ennemi. Les soviétiques jouent aux échecs. Face à la vitesse du Blitzkrieg, ils déploient sur l'échiquier de la guerre une accélération industrielle progressive et durable. Начнем. Я дал приказ начать производство. У нас нет крыш, нет цехов. Станки под открытым небом. Нет людей. Будет невиданно трудно, и хватит об этом. Слово «трудно» придется забыть. Начнем работать без стен. C'est Cyril, ça. Oui. Вокруг станков. А люди... Ah, il était là aussi pour motiver les troupes. On était tous là, hein. Pour essayer de... On était bien en Russie. Oh, bah, il y avait toujours certaines qui se plaçaient, vous voyez, au cas où l'histoire tournerait en leur défaveur. Il fallait quand même poser ses billes au cas où, vous voyez, c'est toujours la même histoire. Hein. Il y a du calcul, il n'y a pas de sincérité, vous voyez. Dans la réalité, l'arrivée des usines est rarement une fête. Ah. Dans les régions qui les accueillent, les habitants sont recrutés de force. À eux, les travaux les plus durs, les plus dangereux. Sans nourriture, ils meurent de faim les premiers. Ils ne parlent pas russe. Ils ne sont pas formés. Le problème de la main-d'œuvre était qu'un grand nombre de travailleurs avaient été mobilisés. Et bien sûr, beaucoup avaient été tués ou capturés par les Allemands. Le secteur industriel exigeait un noyau de travailleurs qualifiés pour soutenir l'effort de guerre. Mais la majeure partie des autres travailleurs étaient des femmes. Des femmes qu'on avait enrôlées et formées dans l'urgence. Ou bien des jeunes de 14, 15, 16 ans qui travaillaient dans les usines 10 heures d'affilée. Du côté allemand, hein, voilà. Elles ont l'air moins à l'aise, hein, quand même, les femmes. Vous avez vu du côté allemand? Non, mais juste pour dire, hein. Ils travaillent en moyenne 9 heures par jour, 6 jours par semaine. Le travail est surveillé et militarisé. Bah, déjà, c'est vrai que nous, en Russie, il faut le dire, il y avait une partie généralement dédiée aux femmes et dédiée aux hommes. Et comme on a pu le voir dans l'usine de tissage, c'était exclusivement les femmes. Et qu'il a fallu aussi habituer les femmes à la mixité, puisqu'on le voit ici, il y a des hommes, des femmes, des jeunes. Et qu'en réalité, moi, quand j'avais discuté après avec des femmes, elles me disaient, il se passe des choses bizarres du côté allemand. Ils nous mélangent enfants,
hommes et femmes, et parfois ça pousse des comportements qui ne sont pas corrects. Moi, c'est ce qu'une ouvrière m'avait tenu du côté allemand, parce que j'ai dit alors comment ça se passe du côté allemand, côté ouvrier, parce que je suis désolée, moi ma science je la tiens en discutant avec les gens, exclusivement, pratiquement, parce que je m'intéresse à leur potentielle expérience pitoyable. Sont sanctionnés. Un décret du 26 décembre 1941 prévoit de 5 à 8 ans de camp pour avoir quitté son emploi sans autorisation. Oui, bah elle a changé, elle a fait le côté russe, elle a fait le côté allemand, voilà. Elle a baladé, hein, la reine Alexandra de mon cul, là. Je la déteste. Que du calcul de A à Z. Je m'en fous qu'on parle pas des reines, on en parle! Voleur de pommes de terre, ouvrier maladroit, auteur On a parlé de moi! croyant catholique, On m'a chié dessus! protestant, Je suis plus qu'une reine! du goulag, Eh ben voilà, détendez-vous! corvéable à merci pour les tâches les plus dures, pour l'extraction des matières premières, du charbon, du bois et pour les chantiers de construction. Cette mobilisation contrainte des travailleurs porte ses fruits. La bonne nouvelle pour l'armée rouge, c'est qu'on arrive presque au sommet de la montagne de la table. Oui, elle avait utilisé la technique que j'avais utilisée en tant que Raoul Tesson. De toute façon, il m'a dit, Marie, on t'a inscrit Raoul Tesson. Déjà, je dis, putain, Raoul, j'ai dit, vous auriez pas pu trouver autre chose? Et ils m'ont dit, bah, c'est tout ce qu'il y avait de libre. J'ai dit, bon, bah, allons-y, Raoul Tesson, quoi. Et Tesson de bouteille, parce que, pour éviter de me faire violer dans les auberges, régulièrement, je cassais une bouteille sur la table en disant, qu'est-ce que tu veux me violer, viens te battre. Voilà. C'était le truc, et donc ça les faisait marrer, et que, à force, les mecs avaient pris l'habitude d'essayer de me charrier, puis ça les faisait marrer de me voir casser une bouteille et réagir, et que finalement, quand j'avais que j'avais tapé, comment il s'appelait, brique machin, c'était parce que j'avais pris des briques pour le taper, je disais, putain, voilà, j'ai pas de bouteille, j'avais cherché, j'avais trouvé des briques, j'ai dit, tiens, voilà, j'ai mis des coups de briques dans la tête, et comme il bronchait pas, parce qu'il s'était pris quand même pas mal de coups d'épée dans la tronche, je voyais que ça allait, on a rigolé, voilà, il m'avait essayé de me violer, alors que, on posait les tentes, etc., on était sur le terrain, j'ai dit, mais ça va pas, toi? Tu sais de qui je suis la femme? Bon, enfin bref. Du coup, on était partis en paix. Et ça a fait tout un état. C'est toujours les femmes, en fait, qui viennent dire, oh, t'as vu ce qu'ils ont fait, gna gna gna. Donc, ils ont voulu lui foutre des emmerdes à lui, alors que je savais qu'il allait plus rien me faire, point barre, c'était fini. Oui, mais quand même, il a voulu te violer, puis t'as dû te défendre, et gna gna gna. Donc, ça allait lui faire des problèmes. Alors que moi, j'étais passé à la suite et que je m'en battais les couilles, j'avais juste l'habitude de ça, et que bon, c'était de bonne guerre, hein, comme il m'avait dit, mais c'est de bonne guerre. J'ai dit oui, t'es un mec, tu t'es dit bon, peut-être que, alors le viol, je suis pas d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que de fait, je me suis défendue, de fait, je l'en ai mis dans la tronche, on a rigolé, puis basta, voilà, c'était pas non plus un psychopathe violeur qui voulait absolument pas se faire dominer par une femme, vous voyez, parce qu'il est là aussi le problème, hein, c'est les hommes qui ne veulent absolument pas se faire dominer par une femme et qui vont vouloir la détruire absolument, hein, notamment sûrement comme Colin. Donc voilà, donc là je l'ai mis des coups de briques dans la tronche, il a vu que bon, il allait pas arriver à faire son affaire, surtout qu'il y avait des témoins autour mâles qui disaient oh tu fais quoi, t'agresses qui, tu vois, et du coup enfin voilà, on a rigolé quoi, on a dit bon vas-y dégage. Après, j'en sais rien, moi. Elles avaient qu'à se plaindre, elles, non, j'en sais rien, moi, oh. Parce que ça prend ma défense, on sait pas comment, puis après ça m'accuse, on sait pas pourquoi, c'est bon, quoi. Toutes les 5 minutes, la girouette, quoi, tu vois. Voilà. Sauf que moi, elles me tiennent pas au courant des histoires non plus, vous voyez, donc ça me fait bien marrer. Du style, ah mais non, elle s'occupe pas de nous, et puis quand tu poses des questions, ah mais non, mais tout va bien, ben ta race, alors dégage. De l'effort de guerre soviétique était la production de masse. Les méthodes de production devaient être décomposées et simplifiées.
qualifiés au maximum parce qu'une grande partie de la main-d'œuvre n'était pas qualifiée. Oh, ben ça, les hommes qui vérifient si les femmes, c'est des femmes faciles entre eux pour se filer l'info, voyez. Excusez-moi, mesdames, hein, voilà. Hein, il faut le dire aussi. Les hommes, ils essaient de savoir à qui ils vont avoir affaire. Hein, donc ça se passe le mot. Et qu'au bout de certains siècles, un certain nombre de siècles, ils commencent à vous connaître. Hein, voilà. Et qui sont fatigués de voir toujours les mêmes réactions, qu'il n'y avait pas de changement, voyez. Donc voilà. Hein, toujours les mêmes 100 personnes, toujours les mêmes 400 personnes, toujours les mêmes à baiser. C'est ça hein, qui sortait hein, régulièrement. Donc en plus, si vous faites pas d'efforts envers eux pour être agréable et que ça fait des trucs bizarres pour avoir la chatte bullante, je sais pas quoi vous dire. Quand on étudie la production de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale, seuls 2 pays ont vraiment maîtrisé la production de masse, la Russie et les États-Unis. En Grande-Bretagne et en Allemagne, on en trouve des éléments, mais ce n'est pas tout à fait au point. Et c'est la production de masse qui a permis d'énormes gains de productivité. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait de libre. J'étais là, non, mais vas-y, Raoul, c'est bien. Raoul, c'est viril, j'avais dit, c'est bien Raoul. Ah, mais c'est bon, Raoul, c'est Raoul. Qui était un facteur de renversement de la situation face à l'envahisseur. Ouais, ben je m'amuse, hein, comme on peut. Hein. En juillet 1942, la bataille de Stalingrad commence. Les troupes allemandes s'approchent de la ville. Vassili Grossman, journaliste et écrivain, était présent. Il écrit dans son roman Vie et destin. 2 masses, l'une au nord, l'autre au sud. Des millions de tonnes de métal et de chair attendaient le signal. Après, c'est vrai qu'effectivement, toujours avoir, on va dire, les usines du mauvais côté, vous voyez que finalement on a toujours très peur, on s'était dit, enfin, Staline aussi, il s'était dit hein, que c'était peut-être le bon moyen de les déplacer définitivement, les usines, de manière à ce qu'on soit pas toujours stressé de ça, hein, parce que c'est toujours un gros souci, hein, les usines quand même, hein, pour un pays. Donc voilà. La Wehrmacht, eux, manque d'armes, d'essence et de nourriture. Le rapport de force militaire et industrielle entre l'Allemagne et l'URSS est inversé. Les soviétiques produisent désormais de très grandes quantités de matériel. C'est moi ouais, qui lance effectivement la lance sur Taillefer, ouais, c'est moi. La défaite de l'armée voilà. allemande à Stalingrad n'aurait sans Ben ouais, parce que ils m'avaient fait un sale coup et les mecs ils avaient voulu me rendre justice. Ils m'avaient dit Marie, c'est le moment, parce que ils faisaient des, je sais plus, viol ou pas viol. Je sais que c'était quelqu'un qui était double en fait. Il était assez double et traître en fait. Hein. Il commerçait beaucoup d'informations, etc. J'aimais pas beaucoup sa façon de faire. Sous couvert de... Ah oui, c'est ça, je crois que j'avais découvert. C'est que sous couvert de chanter des chansons, vous voyez, de Roland ou à la Roland, hein, comme je disais, à la volée, il lançait pas mal d'informations à tout un tas de personnes, ce que je trouvais absolument grave. Voilà, parce que c'était pas n'importe quelles informations qu'il lâchait celui-là. Voilà. Donc voilà, du coup, comme il m'avait fait un sale coup, alors c'est peut-être lui qui m'avait lancé la lance quand j'étais dans le clan viking, dans le film, je sais plus quoi, enfin où je suis Freya, pas l'autre, pas avec le bébé, pas celle qui épouse l'autre là, voilà. Bon, je sais plus l'histoire, mais enfin de fait. Ou alors il s'était foutu de ma gueule en ayant chanté cette chanson où ça lui faisait bien rire que je me sois sacrifiée comme une conne alors que c'était mon ennemi. J'ai envie de dire, ce jour-là, vous savez ce qui m'a inspiré ? La protection de l'enfant. Voilà, parce que madame allait guerroyer sur son cheval, affronter les ennemis avec le bébé. Ce qui me choquait énormément.
Voilà. Et en plus qu'elle avait appelé caca, vous voyez. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a avec la nature de l'enfant, celle-là? Donc j'ai fait quelque chose qu'elle ne savait pas faire. Voilà. Donc je me suis dit, et de toute façon, j'étais... apparemment, je n'allais pas être mariée avec... parce que je flairais les incarnations où je me retrouvais vissée et emmerdée. Je me retrouvais du côté viking alors que j'étais chrétienne, que j'avais été mariée, vous voyez, donc bon. L'autre qui me fait une leçon de catholicisme alors que j'ai été mariée, ça me fait marrer aussi. Voilà, je l'écoute patiemment, mais je lui dis putain, sous de ma gueule celle-là. Et au final, donc je me dis bon, le mec avec qui j'étais amoureuse, donc elle a épousé, c'est elle qui l'a, donc je vais pas faire l'adultère, c'est pas mon truc. L'autre, il était de l'autre côté, marié plus ou moins avec l'autre conne rousse aussi. Enfin bon, voilà, de l'autre côté, catho. J'ai dit bon, il y a pas de place pour moi, il y a pas de chemin. Hop là, j'ai vu une opportunité de sortie, je l'ai pris. Hein. Sincèrement, c'est ça qui s'est passé. J'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre l'opportunité de sortie que Dieu me donne en protégeant un enfant. Point barre. C'était pas pour la protéger, elle, j'en avais rien à foutre. C'était protéger le gamin, parce qu'elle se prend un coup de lance avec le gamin dans les bras. Elle le laisse même pas à quelqu'un. Mais à un moment donné, faut être con, non? Voilà. Donc j'ai vu une opportunité de me casser de ce trou à rats dans lequel j'étais enferrée. Et c'est par la mort, parfois qu'on en sort. Voilà. Donc tout le monde m'a trouvé conne, mais moi je pouvais plus voir vos tronches. Voilà. En particulier chez les travailleurs célibataires vivant dans les dortoirs. Si des mesures ne sont pas prises rapidement pour améliorer l'alimentation des travailleurs isolés et des personnes atteintes de carences graves, alors nous arriverons à une situation catastrophique pour la main-d'œuvre. Ah oui, ça c'était la sonnette d'alerte. Parce qu'à un moment donné, moi je disais, mais putain, on paye les dettes. Et le fait qu'on n'a pas tenu cette putain de parole parce qu'on avait un putain de différence de vision au départ dans la putain de la guerre, vous voyez. À un moment donné, j'ai dit, oh, en plus d'avoir bloqué Staline dans ce jeu-là, hein, en réalité, et que finalement ça a pris en otage toute la population, que l'autre il fait chercher le nickel de partout alors que ça coûte une blinde et que c'est pas possible de les mettre sur toute la circonférence de tous les canons, vous voyez, je veux dire à un moment donné, voilà, c'est idiot. Donc même Philippe, il était venu me voir du style, mais t'as dit quoi en fait au gars, cette histoire de nickel? J'ai dit mais j'ai rien dit, j'ai dit c'est lui qui cherche. Je lui dis a priori ce serait le nickel qui ferait que ça serait plus rapide. Et du coup il en a fait carrément un ordre. J'ai dit mais j'ai jamais donné de lancer l'ordre. Il me dit mais pourquoi t'es pas venu me le dire? Parce qu'il m'en avait voulu Philippe. Il m'a dit mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Les choses comme ça c'est grave. J'ai dit mais je pensais pas qu'il allait balancer un ordre comme ça ce qu'on l'a avec ça. Voilà. Il est pas surveillé le mec, mais c'est vrai qu'il était con quoi, mais c'était collant. Voilà, il fait de la merde lui hein. Ah, on va revoir cette scène, non? C'est quoi ça? La production agricole a chuté de 2 tiers entre 1940 et 1942. Vous imaginez 2 tiers en un an? Parce qu'en réalité, le conflit, il a commencé 41, hein, envers nous, hein. Envers nous. Вы делаете эту бурду. Почему заставляете людей есть? Дмитрий Павлович, я же докладывал. У нас повар. Он все делает по-своему, а уволить не можем. Почему? Во всем городе ни одного повара. Потом люди едят, молчат. Молчат. Ah oui, j'avais fait scandale à ce moment-là. Parce que en réalité, ouais. Putain, il faut que je reprenne. Ouais, ça avait fait scandale, ça. Enfin, c'est toujours ça. Tu sais,
on aide, on soutient, on conseille, on participe, etc. Quand il y a des problèmes, on essaie de trouver des solutions et la solution elle plaît pas, donc il y a scandale. Merde. La production agricole a chuté de 2/3 entre 1940 et 1942. Что делает эту бурду? Почему заставляете людей есть? Дмитрий Павлович, я же докладывал. У нас повар. Он все делает по-своему, а уволить не можем. Почему? Во всем городе ни одного повара. Потом люди едят, молчат. Alors c'était quoi l'histoire? Putain, je m'en souviens pas vraiment de ça. Je sais que j'y étais dans l'histoire. Et c'est moi. Parce qu'en réalité, c'était pas bon ce qu'on mangeait. Parce qu'il y avait trop peu. Et en fait, je crois qu'il n'y avait pas assez de quantité de nourriture. Et que on devait réduire de manière drastique voilà, réduire de manière drastique, on va dire ah putain, les denrées quoi, alimentaires, et que bah alors, est-ce que c'est Cyril ou pas Cyril, j'en sais rien, mais de fait, cette personne là en cuir, parce que je sais pas des fois quand ça alterne pas, donc elle se réclame ou proclame être quelqu'un à un moment donné, moi j'en ai rien à faire, mais c'est juste qu'en réalité il y avait une pénurie de denrées, qu'avec Philippe on réfléchissait à trouver un système que le cuisinier ne se fasse pas licencier, parce qu'un cuisinier qui se faisait licencier, ça pouvait être tenu pour faute. Et on ne voulait pas en arriver là, parce que il fallait alors expliquer ce qui se passait, et que même si on avait interpellé à un moment donné sur la situation de pénurie alimentaire, moi ce que j'avais conseillé donc de dire à Philippe pour ces personnes-là qui se tenaient un peu à part de la salle, alors qu'en réalité généralement les chefs de groupe mangeaient avec le reste des ouvriers, hein. C'était rare que les gens en tête se séparent du reste des ouvriers. Moi je sais qu'on se séparait pas des ouvriers, et que en réalité ils faisaient la tronche parce qu'ils ne mangeaient pas, ou parce que c'était pas bon, qu'il y avait pas assez, parce que quand même ils savaient que il y avait une pénurie, ils étaient dans les champs, tout le monde avait dit on trouve moins de patates, on n'arrive pas à trouver la même quantité que d'habitude, etc. Parce que le froid aussi avait duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et donc lui, il était séparé du reste du groupe. Déjà, les Russes, ça, ils aiment pas, hein, voilà. Et on avait essayé, je crois, de donner une leçon avec Philippe. Je crois que c'était ça l'histoire. On avait essayé de donner une leçon en disant, s'il y a pas, on mange ce qu'il y a et on ne se plaint pas. Voilà. Et c'était aussi une règle islamique, hein, c'est-à-dire de dire on mange ce qu'il y a et on se plaint pas de ce qu'il y a dans l'assiette quand il n'y a pas d'autre solution en réalité, et que c'est connu et avéré, hein, sachant que le problème avait été soulevé à ce monsieur des denrées, et que effectivement on ne peut pas. En fait, on avait essayé de trouver un moyen avec Philippe de faire passer l'idée qu'on ne pouvait pas licencier le cuisinier qui lui pouvait être à l'époque, c'était un peu comme ça, porté responsable du fait que ce soit pas bon, même quand on n'a rien. À un moment donné, on n'a rien, hein, c'est pas bon, voilà. Donc comment l'expliquer? On avait trouvé ce système-là en disant, voilà, les gens mangent et ne disent rien, parce que on savait que lui se plaignait un petit peu du manque de confort du pays, voyez. Ce qu'on avait moyennement apprécié, bon, parce qu'il n'était pas complètement russe non plus, vous voyez.
Voilà, je crois que c'était un Allemand qui était un peu là en place pour voir ce qui se passait, vous voyez. Parce que le problème, c'est qu'on est en guerre, mais il y a des personnes qui gardent leurs entrées aussi, vous voyez, donc ça fait chier. Donc ça, c'est, moi je lui avais dit, tu dis que c'est moi qui ai passé le message, et que s'il a un problème, ils viennent le régler avec moi. Et c'est ça que j'avais dit à Philippe. Pendant la guerre, pour de nombreux civils, l'usine est devenue plus qu'un simple lieu de travail. C'est devenu un véritable lieu de vie. C'est là qu'ils avaient de la nourriture, qu'ils trouvaient de la compagnie et souvent qu'ils dormaient. Et cela les séparait vraiment des autres civils, qui étaient très durement touchés par l'effondrement de l'approvisionnement en nourriture et la pénurie de biens de consommation. L'usine est devenue l'axe central de l'existence des travailleurs soviétiques. Pour tout le monde, hein. Parce que là, ils étaient plus tardifs en termes d'usines aussi. Hein. C'était aussi un peu notre mission d'amener plus d'usines, de développer cette partie-là en Russie, sachant que ça avait été quand même fait en avance, plus en avance aux États-Unis, en Europe. Hein. Donc voilà, du fait, il fallait aussi que ce pays-là, qui était encore beaucoup plus paysan, prennent de l'avance, parce que bah, du côté tsar, ça avançait pas beaucoup aussi à ce niveau-là. On restait beaucoup dans un schéma ancestral, ce qui faisait que ils allaient perdre aussi une certaine course au modernisme. C'était ça aussi la réalité et l'objectif des armées rouges et des bolcheviks hein, aussi, il faut le dire, et de Lénine et de Staline. Aussi, c'est-à-dire, mais le pays n'avance pas, putain, avec les tsars, on va là-bas, il y a ça, on va là-bas, il y a ça, on va là-bas, il y a ça, et là, il y a rien chez nous, putain. Mais on va être à la ramasse. On va complètement. Alors après, voilà, ils ont laissé durer le système, on va dire, entre guillemets, féodal, hein, plus longtemps que chez nous. Avec beaucoup moins d'histoire et enfin, je connais absolument pas l'histoire russe sous les tsars. J'ai très envie de m'y informer, mais enfin bon, de fait, ce système féodal n'était pas complètement nocif hein, pour la planète, ni malsain quand il était fait par des gens corrects et bienveillants, bien évidemment. Ah bah il peut être à gauche aussi Cyril, vous voyez, voilà. Donc bon. C'est Chris Hemsworth plus basané, plus avec plus de cicatrices, ouais. Une des habiletés politiques du régime, de Staline et du groupe dirigeant, a été en effet, pendant la guerre, de lâcher du lest et de permettre à un certain nombre d'initiatives locales de voir le jour. Par exemple, pour l'économie kolkhosienne, ce sont plusieurs millions d'hectares de terre que les kolkhosiens se sont réappropriés en augmentant la part de leur lopin. Et on sait également que s'est développé un marché parallèle, un marché noir qui a permis, disons, d'assurer une part plus importante de l'approvisionnement, par exemple, des petites villes. Dans les campagnes, les paysans se prennent à rêver d'un retour à l'exploitation individuelle des terres. La religion n'est plus proscrite. Les mariages religieux sont de nouveau autorisés.
Staline s'appuie sur l'Église orthodoxe pour raviver le patriotisme russe. Pour les artistes, comme la poétesse Anna Akhmatova et le compositeur Dimitri Shostakovich, la censure se relâche. Trauberg et Kozintsev. Bah moi j'ai vu sa gueule. Elle a une gueule d'entité très bizarre.